Ils souriaient, comme si de rien n'était, encore une fois. Peut-être le trimestre prochain, dirent-ils d'une voix mielleuse, leurs yeux déjà déviant vers quelqu'un d'autre derrière moi. C'était la 20e fois que j'entendais exactement cette phrase. Je pouvais les compter toutes. 19 excuses répétées, 19 sourires d'entreprise, 19 promesses vides. Mais celle-ci, la 20e, était différente. Quelque chose en moi se brisa, silencieusement et profondément. Je leur rendis un sourire, tendu, maîtrisé, mais la décision était déjà prise. Je sortis de cette salle de conférence le cœur battant, non de tristesse, mais de certitude. Je n'allais plus supplier. Je n'allais plus attendre que quelqu'un voie enfin mon potentiel. J'avais été la première à arriver et la dernière à partir pendant plus de 5 ans. J'avais formé de nouveaux managers, résolu des catastrophes, pris des appels à 2 heures du matin et porté mon ambition comme une armure. Mais l'armure commence à rouiller quand personne ne valorise la lutte. Ce jour-là, je ne pleurais pas. Je n'appelais personne. Je retournai à mon appartement dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, m'assis en silence et ouvris un carnet vierge. En haut, j'écrivis en lettres capitales « Plan de départ ». Je le soulignais 2 fois. Et puis je commençais. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre vers la rue de Bussy, observant les gens passer. Parisiens pressés, touristes insouciants, tous avec un endroit où aller. Moi aussi, j'avais une destination, mais je commençais à peine à l'apercevoir. Mon nom est Élise Duval, j'ai 34 ans et je travaillais, comme chef de projet chez Nova Technology, une de ces entreprises qui se vantent d'être innovantes, mais qui restent ancrées dans des traditions patriarcales à peine dissimulées. Je suis diplômée en ingénierie informatique de l'Université Paris-Saclay, avec un master en gestion d'entreprise. Bilingue, perfectionniste, infatigable, et pourtant insuffisante pour eux. La réunion de ce matin devait porter sur ma promotion à la direction du département innovation. Je la poursuivais depuis 2 ans, présentant des propositions, améliorant des processus, générant plus de revenus que n'importe quel autre chef de projet. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Mes initiatives avaient augmenté la rentabilité de 27% l'année dernière. Mais les chiffres, apparemment, importaient moins que le fait que je n'appartenais pas au bon cercle. Je ne jouais pas au tennis avec les dirigeants le vendredi. Je n'étais la nièce de personne d'important. Je n'avais pas le bon nom de famille. « Élise, nous valorisons énormément votre travail », avait dit Monsieur Dubois, le directeur général, tout en jouant avec son stylo Montblanc. « Mais nous pensons que vous avez besoin d'un peu plus d'expérience en gestion de grandes équipes avant de franchir ce pas. » Mensonge. J'avais géré une équipe de 15 personnes pendant 3 ans. J'avais sauvé le projet Artemis quand personne n'en donnait 1 euro. Nous envisageons Monsieur Laurent pour le poste, ajouta Madame Leclerc, la directrice des ressources humaines, évitant mon regard. Il a une vision très fraîche. Monsieur Laurent, 2 ans dans l'entreprise, 32 ans, fils d'un ami du PDG. Cette vision fraîche consistait en des idées que j'avais proposées 3 ans plus tôt, et qui avaient alors été jugées trop risquées. En marchant vers mon bureau, je remarquai les regards de compassion de certains collègues. La nouvelle avait bien sûr filtré. Chez Nova, les rumeurs voyageaient plus vite que les emails. Je vis Sophie, ma seule véritable alliée là-bas, faire un geste de regret depuis son bureau. Je lui souris brièvement et continuai de marcher, droite, digne, tandis qu'à l'intérieur, quelque chose se transformait. Pendant le reste de la journée, j'agis comme si rien ne s'était passé. Je répondis à des emails, assistai à 2 autres réunions et félicitai même Laurent lorsqu'il me croisa à la cafétéria, arborant un sourire triomphal à peine dissimulé. « Félicitations », lui dis-je, et il eut la décence de rougir légèrement. « Merci, Élise. J'espère pouvoir compter sur vous. Votre expérience sera inestimable. » J'eus presque envie de rire à sa figure. Mon expérience. La même qui n'était pas suffisante pour obtenir le poste, mais qui l'était pour l'aider à ne pas échouer lamentablement. En quittant le bureau ce soir-là, je m'arrêtai un instant pour regarder le bâtiment de verre et d'acier qui avait été ma 2e maison pendant si longtemps. Les lumières des bureaux dessinaient un motif irrégulier dans l'obscurité grandissante de Paris. Combien de nuits j'avais vu le jour se lever depuis ces fenêtres, combien de week-ends sacrifiés, combien d'idées données à une entreprise qui ne me verrait jamais telle que j'étais vraiment. Le métro était bondé,
comme toujours à cette heure. Je me laissais porter par la foule humaine, pour la première fois sans l'anxiété de vérifier mes emails sur mon téléphone ou de réviser mentalement des présentations. Au lieu de cela, j'observais les gens. Une jeune mère avec son bébé endormi, un groupe d'étudiants qui riaient, un vieil homme lisant Le Monde. Des vies normales. Des vies qui ne tournaient pas autour des rapports trimestriels et des évaluations de performance. Quand j'arrivai à mon appartement, la première chose que je fis fut d'enlever les talons qui me torturaient depuis le matin. Puis je me servis un verre de Bordeaux que je gardais pour les occasions spéciales. Et quelle occasion plus spéciale que le jour où l'on décide de changer sa vie. Avec le verre dans une main et un stylo dans l'autre, je m'assis à ma petite table de salle à manger et regardai par la fenêtre. Les lumières de Paris brillaient comme des étoiles terrestres. Je ressentis un calme étrange. 20 rejets. 20 « Vous n'êtes pas prête. Peut-être la prochaine fois. Nous valorisons votre travail, mais 20 excuses pour ne pas reconnaître ma valeur. » Et puis j'écrivis la première ligne de mon plan. 1. Je ne demanderai plus jamais la permission de briller. Je devins 2 versions de moi-même. Le jour, j'interprétais le rôle qu'ils attendaient. Professionnelle, complaisante, excellente. La nuit, je me transformais en quelque chose de complètement différent. Stratégique, impitoyable, concentré. J'étudiais les industries, les marchés, les tendances. Je suivais des cours jusqu'à 3 heures du matin. Je faisais des listes, les mettais de côté et recommençais. Mon appartement devint une salle de guerre. Les murs couverts de notes, de graphiques, d'idées griffonnées sur des serviettes. La décision ne fut pas impulsive. J'avais supporté trop longtemps. J'avais enterré trop d'humiliations. J'avais souri face à trop d'injustices. Pendant des semaines, je maintenus la façade parfaite chez Nova. J'arrivais à l'heure, impeccablement vêtue, mon café de chez Paul à la main, et ce sourire professionnel que j'avais perfectionné au fil des ans. Personne, pas même Sophie, ne soupçonnait ce que je tramais. « Élise, ça te dirait de sortir ce vendredi ? Il y a un nouveau bar qui ouvre à Bastille, » me demanda-t-elle un après-midi alors que nous partagions l'ascenseur. « Désolée, j'ai des projets familiaux, » mentis-je. Mes projets consistaient à assister à un webinaire sur le financement des startups technologiques et à revoir mon prototype pour la énième fois. Le prototype, mon petit secret. 3 ans plus tôt, j'avais proposé un système de gestion de données pour le secteur de la santé qui optimiserait la communication entre les hôpitaux, les centres de santé et les pharmacies. Trop ambitieux, avait dit M. Dubois à l'époque. Le secteur public est un labyrinthe bureaucratique, avait ajouté Mme Leclerc. Et cela en resta là, dans un tiroir, avec tant d'autres idées trop risquées. Mais je n'abandonnais jamais cette vision. Pendant mes heures libres, j'avais continué à la développer, à l'améliorer, à l'adapter aux nouvelles technologies. Et maintenant, cette idée rejetée allait devenir mon billet de sortie. Chaque soir, après le travail, je me plongeais dans un rituel presque obsessionnel. D'abord, 1 heure d'exercice pour me vider l'esprit, courir dans le jardin du Luxembourg, ou un cours de boxe au gymnase du quartier, puis un dîner rapide tout en lisant les nouvelles du secteur. Et après, le vrai travail commençait. Ma table de salle à manger disparaissait sous les livres, les papiers et mon ordinateur portable. Au mur, j'avais collé un calendrier avec des échéances auto-imposées. 15 mai, terminer le prototype de base. 30 juin, préparer la présentation pour les investisseurs. 15 juillet, démissionner. Les nuits devinrent un mélange de terreur et d'excitation. Terreur parce que j'étais sur le point d'abandonner la sécurité d'un salaire fixe, d'un travail que, malgré tout, je connaissais bien. Émotion parce que, pour la première fois depuis des années, je sentais que je reprenais le contrôle. Je réduisis drastiquement mes dépenses. J'annulai mon abonnement à la salle de sport et commençai à courir dans le parc. J'arrêtai d'acheter de nouveaux vêtements, de commander des repas à domicile, de prendre des verres après le travail. Chaque euro économisé était une brique de plus dans le mur de mon indépendance. « Tu vas bien, Élise ? Tu as l'air différente », me commenta ma mère lors d'un de nos appels hebdomadaires. « Je suis fatiguée, maman. Beaucoup de travail », répondis-je, sans entrer dans les détails. Je ne voulais pas l'inquiéter. Papa avait eu un léger infarctus l'année précédente, et la dernière chose dont ils avaient besoin était de s'inquiéter pour ma situation professionnelle. Ils avaient toujours été fiers de mon poste chez Nova, de ma stabilité.
Il ne comprendrait pas pourquoi je voulais tout risquer. Dans mes moments de doute, car il y en avait, je pensais à ma grand-mère Colette. Elle avait quitté son village de Normandie à peine 20 ans, pendant les années difficiles de l'après-guerre, pour chercher du travail à Paris, sans contact, sans études, mais avec une détermination féroce. « Dans cette vie, ma petite, personne ne te donne rien », me disait-elle souvent. « Si tu veux quelque chose, vas-y. » À la mi-juin, j'eus ma première avancée significative. Après des semaines à étudier la réglementation sur la protection des données de santé et à ajuster mon système, je réussis à créer un prototype qui fonctionnait. C'était basique, mais cela démontrait le concept. Cette nuit-là, je dansais seule dans mon salon, avec un verre de vin bon marché et le sentiment que, enfin, quelque chose avançait dans la bonne direction. Le lendemain, au bureau, Laurent me demanda de l'aide pour un projet problématique. Le même que j'avais géré jusqu'à ce qu'il obtienne sa promotion. « Je n'arrive pas à ce que l'équipe de développement s'aligne avec le marketing », m'expliqua-t-il, avec ce mélange d'arrogance et de supplication que seuls les hommes médiocres en position de pouvoir savent évoquer. « Tu as toujours su comment les gérer. » Je souris, pensant à l'ironie. « Bien sûr, je te préparerai un rapport avec des recommandations, » répondis-je, tout en ajoutant mentalement une autre tâche à ma liste nocturne. Juillet arriva avec une vague de chaleur suffocante. Paris devint un four et les bureaux de Nova, malgré la climatisation, ne faisaient pas exception. L'ambiance était lourde, irritable. Les erreurs de Laurent en tant que directeur commençaient à devenir évidentes. Projets en retard, clients insatisfaits, équipe démotivée. « Tu devrais être là », me murmura Sophie lors d'une réunion particulièrement désastreuse où Laurent tentait d'expliquer pourquoi nous avions perdu un client important. « Tout arrive pour une raison », répondis-je, ressentant une étrange satisfaction en voyant comment le navire que je ne dirigeais pas commençait à prendre l'eau. Pendant ce temps, mon projet personnel avançait. J'avais contacté d'anciens camarades d'université, maintenant répartis dans différents hôpitaux et centres de santé de la région parisienne. Leurs retours furent inestimables pour perfectionner le système. J'avais également établi un contact avec un petit incubateur technologique, Tech Paris, qui montrait de l'intérêt pour ma proposition. « Votre idée a du potentiel, Élise », me dit Romain, un des conseillers de l'incubateur, après notre première réunion. « Mais vous aurez besoin de plus qu'un prototype pour convaincre les investisseurs. Vous aurez besoin d'un plan d'affaires solide, d'une équipe et de beaucoup de persévérance. » Persévérance. Si j'avais appris quelque chose chez Nova, c'était cela. Persévérer face à l'adversité, face au non, face aux portes fermées. Début juillet, j'eus ma première crise sérieuse de confiance. En revoyant mes économies, en calculant les dépenses, en projetant des scénarios, la réalité me frappa. Même en étant extrêmement frugale, je n'avais de quoi subsister que 6 mois sans revenus. Et lancer une start-up rapporte rarement des bénéfices avant 1 an, souvent beaucoup plus. Cette nuit-là, assise sur le sol de mon salon, entourée de papiers, j'envisageais sérieusement d'abandonner le plan. Et si je me trompais? Et si tout cela n'était que le résultat d'une fierté blessée? Et si j'échouais lamentablement? J'appelais la seule personne que je pensais pouvoir me comprendre sans me juger. Ma cousine Chloé. 5 ans de plus que moi, elle avait quitté un poste sûr dans la banque pour ouvrir sa propre pâtisserie à Lyon. Les premières années furent difficiles, mais maintenant elle avait 2 établissements et envisageait de s'étendre. « Bien sûr que tu as peur », me dit-elle après m'avoir écoutée. « Ce serait inquiétant si tu n'en avais pas. La peur te garde alerte, te rend prudente, mais ne la laisse pas te paralyser. Et si j'échoue? Et si tu réussis? D'ailleurs, qu'est-ce qu'échouer? Retourner dans le monde de l'entreprise avec plus d'expérience et de perspective? Cela ne me semble pas être un échec. » Ces mots furent comme un phare dans l'obscurité. Cette nuit-là, je dormis profondément pour la première fois depuis des semaines. À la mi-juillet, mon prototype était prêt pour une démo de base. Mon plan d'affaires, révisé 1000 fois. Ma page web, simple mais professionnelle, était en ligne. Ma carte de visite de consultante indépendante en technologie de la santé, imprimée. Il ne restait qu'une étape, présenter ma démission. 6 mois plus tard, j'étais prête. Non seulement émotionnellement, mais structurellement. J'avais un produit bêta, un site web, un modeste groupe de followers. Plus important encore, j'avais quelque chose en quoi croire, quelque chose à moi. Alors j'imprimai ma lettre de démission
et entrai dans la même pièce où l'on m'avait rejeté 20 fois. Le jour choisi se leva avec un ciel parisien dégagé, un de ces bleus intenses que l'on ne voit qu'en Île-de-France. Je m'habillai avec un soin particulier. Un tailleur gris foncé, une chemise blanche, les boucles d'oreilles en argent que ma grand-mère m'avait offertes quand j'avais obtenu mon diplôme. Je voulais me sentir forte, impeccable, mémorable. Avant de partir, je repassai mentalement les derniers détails. La lettre de démission, dans une enveloppe dans mon porte-documents. Les identifiants d'accès au serveur de l'entreprise, notés pour les remettre. Le petit discours que j'avais répété devant le miroir, même si je doutais d'avoir l'occasion de le prononcer en entier. Pendant le trajet en métro, je vérifiais mon téléphone une dernière fois. Un message de Romain, confirmant notre réunion pour la semaine prochaine avec un investisseur potentiel. Un email de Léa, une ancienne camarade d'université qui travaillait maintenant à l'hôpital Saint-Louis, intéressée par l'essai de mon système. Et un rappel de l'agence immobilière. J'avais trouvé un petit local à Belleville qui pourrait servir de bureau à un prix raisonnable. Tout s'alignait. Malgré tout, je sentais un nœud à l'estomac. 5 ans et demi chez Nova. Plus d'un tiers de ma vie professionnelle. Malgré les frustrations, les rejets, j'avais beaucoup appris là-bas. J'avais construit un réseau de contacts. J'avais acquis des compétences qui s'avéraient maintenant inestimables pour mon projet. En arrivant au bâtiment, je saluais Jean, le gardien de sécurité qui avait toujours un sourire et un commentaire sur le PSG. « Ça va, Élise ? Vous avez bonne mine aujourd'hui. Vous avez gagné au loto ?» plaisanta-t-il en passant ma carte dans le lecteur. « Mieux que ça, Jean », répondis-je avec un sourire énigmatique. Au bureau, tout se déroulait avec la normalité de n'importe quel mardi. Sophie était déjà à son poste, avec son thermos de thé vert et son éternel chignon ébouriffé. Certains développeurs discutaient vivement d'un problème technique. Laurent n'était pas encore arrivé, bien sûr. Depuis sa promotion, il avait pris l'habitude d'arriver après 10 heures, comme si la ponctualité était une affaire de subordonnés. « Bonjour », saluai-je mon équipe avec une tranquillité qui me surprit moi-même. « J'ai une réunion à 11 heures. Si quelque chose d'urgent se présente, je serai sur mon portable. » À 10h30, je reçus l'email que j'attendais. Monsieur Dubois voulait me voir dans son bureau à 11 heures. Parfait. J'avais programmé ma démission pour coïncider avec la réunion hebdomadaire de la direction, lorsque tous les chefs de département seraient au présent. Non par dramatisation, mais par efficacité. Je voulais éviter d'avoir à répéter la même conversation plusieurs fois. À 11h-5, je me dirigeais vers l'étage supérieur. L'assistante de Monsieur Dubois, une femme efficace d'une 50aine d'années qui était là depuis la fondation de l'entreprise, me reçut avec sa formalité habituelle. « Il termine la réunion précédente. Vous pouvez attendre ici », m'indiqua-t-elle, désignant les fauteuils en cuir noir qui flanquaient à l'entrée du bureau. En attendant, j'observais les photographies qui décoraient le mur. Monsieur Dubois avec divers politiciens et hommes d'affaires, lors de galas de bienfaisance, lors d'événements institutionnels. Toujours souriant, toujours impeccable, toujours entouré d'hommes qui lui ressemblaient, d'âge mûr, en costume, sûrs de leur place dans le monde. La porte s'ouvrit et les dirigeants commencèrent à sortir. D'abord Madame Leclerc, des ressources humaines, qui me salua d'un bref geste. Puis Monsieur Lefebvre, le financier, toujours l'air de faire des calculs mentaux. Enfin Laurent, qui parut surpris de me voir là. « Élise, vous avez aussi été convoquée ?» demanda-t-il, d'un ton qui se voulait décontracté, mais qui trahissait une certaine inquiétude. « C'est exact, » répondis-je, sans donner plus d'explications. L'assistante m'indiqua que je pouvais entrer. Le bureau de Monsieur Dubois était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Spacieux, lumineux, avec vue sur les Champs-Élysées, meubles design et une table de réunion suffisamment grande pour accueillir tout le comité de direction. « Élise, asseyez-vous s'il vous plaît », m'invita Monsieur Dubois, désignant une des chaises. Il n'était pas seul. À ses côtés, Monsieur Laurent Père, membre du conseil et père de Laurent, m'observait avec curiosité. Monsieur Fournier voulait être présent. Nous sommes préoccupés par la tournure que prend le projet Hélios depuis les changements organisationnels. Traduction. Depuis que Laurent avait pris la direction et commencé à faire des gaffes systématiquement. Je comprends, dis-je, m'asseyant. Mais avant d'aborder ce sujet, il y a quelque chose que je dois vous communiquer. Je sortis l'enveloppe de mon porte-documents et la posai sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Monsieur Dubois,
bien que son expression suggérât qu'il soupçonnait la réponse. Ma lettre de démission. Je quitte Nova dans 2 semaines. Le silence qui suivit fut presque physique, comme si l'air de la pièce s'était soudainement solidifié. Monsieur Dubois prit l'enveloppe, l'ouvrit avec une lenteur délibérée et lut la lettre sans changer d'expression. Quand il eut fini, il la passa à Monsieur Laurent, qui la parcourut rapidement du regard avant de la poser sur la table. « C'est inattendu », dit finalement Monsieur Dubois. Puis-je en demander la raison ? J'avais répété ce moment de nombreuses fois. J'avais imaginé des discours incendiaires, des accusations, même quelques larmes dramatiques. Mais maintenant, assise devant eux, je ne ressentais qu'une sereine certitude. « J'ai décidé de tracer mon propre chemin professionnel », répondis-je simplement. « Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai appris chez Nova, mais il est temps de passer à autre chose. Avez-vous reçu une meilleure offre ?» demanda Monsieur Laurent, allant droit au but. « Parce que si c'est une question de salaire ou de position, nous pourrions peut-être. » « Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, » l'interrompis-je doucement. « J'ai développé mon propre projet auquel je crois fermement et je veux lui consacrer tout mon temps et mon énergie. » « Un projet propre ?» Monsieur Dubois semblait réellement surpris. « Dans quel domaine ? » ?»« Gestion de données de santé. Un système qui facilite la communication entre les hôpitaux, les centres de soins primaires et les pharmacies. » Il y eut une lueur de reconnaissance dans les yeux de Monsieur Dubois. Bien sûr, il se souvenait de ma proposition, celle qu'il avait rejetée comme trop ambitieuse. « Intéressant, » murmura-t-il. « Avez-vous obtenu un financement ? » « Je suis en discussion avec plusieurs investisseurs potentiels, » répondis-je, restant délibérément vague. « Et j'ai suffisamment de ressources propres pour les premiers mois. » Monsieur Laurent me regardait avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « Le secteur de la santé est complexe, très réglementé. Êtes-vous sûr de vouloir vous lancer dans ce pétrin ? » ?»« Absolument sûr. » Monsieur Dubois se pencha en arrière sur sa chaise, m'étudiant comme s'il me voyait pour la première fois. « Eh bien, c'est dommage de perdre quelqu'un avec votre talent, Élise. Mais nous respectons votre décision. Pourriez-vous nous aider avec la transition ? Le projet Hélios est à un moment crucial, et Laurent pourrait bénéficier de votre expérience. Le voilà de nouveau. Mon talent, mon expérience. Reconnu maintenant que j'étais sur le point de partir. Utilisé comme monnaie d'échange pour que je fasse le travail que Laurent ne savait pas faire. Bien sûr, répondis-je. Je laisserai toute la documentation nécessaire et je rencontrerai l'équipe pour assurer que la transition se fasse le plus fluidement possible. La réunion continua pendant quelques minutes, discutant des détails pratiques. Date, remise d'équipement, transfert de responsabilité. Tout était professionnel, tout était cordial, comme si 5 ans d'ignorance de mon potentiel n'avaient pas eu lieu, comme s'il n'avait pas préféré un homme moins qualifié, juste parce qu'il était le fils de qui il était. En sortant du bureau, je me sentis légère, presque en lévitation. La nouvelle se répandit dans le bureau comme un incendie. À l'heure du déjeuner, tout le monde savait que je partais. Les réactions furent variées. Surprise, incrédulité, une jalousie à peine dissimulée, et dans le cas de Sophie, un mélange d'admiration et de tristesse. « Je n'arrive pas à croire que tu vas nous quitter », me dit-elle alors que nous déjeunions sur une terrasse voisine, loin des oreilles indiscrètes. « Depuis quand le savais-tu ? » « Depuis le rejet numéro 20, répondis-je. Et nous savions toutes deux exactement à quoi je faisais allusion. « As-tu peur ?» demanda-t-elle, remuant sa salade sans grand enthousiasme. « Je suis terrifiée, admettais-je avec un sourire, mais je me sens aussi plus vivante que je ne l'ai été depuis des années. Les 2 semaines suivantes furent étranges. Une sorte de limbe professionnelle où je n'appartenais plus vraiment à Nova, mais où j'occupais toujours mon bureau, assistais à des réunions, répondais à des emails. Certains collègues commencèrent à me traiter avec une certaine distance, comme si ma démission était contagieuse ou déloyale. D'autres s'approchèrent pour des conseils, intrigués par ma décision de sauter dans le vide. Laurent oscillait entre arrogance et panique. D'un côté, mon départ consolidait sa position. De l'autre, il perdait la personne qui avait silencieusement corrigé ses erreurs. Nos réunions de passation de pouvoir étaient des exercices de patience de ma part et de contrôle fin de la sienne. Le dernier jour arriva avec un mélange de nostalgie et d'attente. Je ramassais mes maigres affaires personnelles. Une plante, quelques photographies, une tasse. Ma vie chez Nova tenait dans une petite boîte en carton. Comme tout ce pourquoi j'avais tant lutté paraissait fragile maintenant. Il y eut un petit pot de départ,
organisé par Sophie. Des toasts, quelques mots gentils, un cadeau collectif, une mallette en cuir avec mes initiales gravées. Je remerciais pour le geste, embrassais ceux qui comptaient vraiment, et partis sans regarder en arrière. En sortant du bâtiment, le soleil de juillet me frappa avec force. Je m'arrêtai un instant sur le trottoir, sentant la chaleur sur mon visage, le pouls de la ville autour de moi, le vertige de la liberté nouvellement acquise. Devant moi s'étendait un futur incertain, plein de défis, mais miens, complètement miens. Le début fut brutal. Il y a une différence entre construire en théorie et affronter le marché réel. Ma première présentation fut un désastre. Ma voix trembla, mes diapositives se figèrent, et le client ne répondit jamais. Mais le deuxième écouta. Le troisième s'inscrivit. Et lentement, l'élan commença à se construire. Août à Paris est un mois étrange. La ville se vide, la chaleur étouffe toute initiative, et les affaires entrent dans une sorte d'hibernation estivale. Ce n'est pas le meilleur moment pour lancer une entreprise, mais je n'avais pas de temps à perdre. Pendant que mes anciens collègues profitèrent de leurs vacances sur les plages méditerranéennes, je travaillais depuis un petit local que j'avais loué à Belleville, un quartier qui mêlait le traditionnel et l'alternatif dans un amalgame parfait pour une start-up qui défiait l'ordre établi. Le local n'avait rien d'impressionnant. 2 pièces dans un vieil immeuble, avec de hauts plafonds, et un système de climatisation qui fonctionnait quand il le voulait. Mais le loyer était raisonnable, et l'emplacement, près d'une station de métro, facilitait les visites de clients potentiels. Je le décorais avec le minimum. 2 bureaux, des chaises ergonomiques, mon dos apprécierait cet investissement dans les mois de travail intense qui suivraient, un canapé récupéré de l'appartement d'un ami, et beaucoup de plantes. Les plantes étaient importantes. Elles donnaient vie à l'espace et amélioraient l'air. Du moins, c'est ce que me dit Madame Durand, la fleuriste du marché voisin, quand j'en achetais plus que ce que je pourrais probablement garder en vie. Ma routine changea drastiquement. Il n'y avait plus d'horaires fixes, de réunions interminables ou d'évaluation de performance. Mais il n'y avait plus non plus de sécurité ni de structure. Je me réveillais à 6 heures, allais courir pour me vider l'esprit, et à 8 heures, j'étais déjà devant l'ordinateur, répondant à des emails, ajustant le code de mon système, préparant des présentations. Je mangeais quelque chose de rapide, trop souvent un sandwich du bar du coin, et continuais de travailler jusqu'au soir. Il n'y avait pas de week-end, pas de déconnexion. Mon projet, que j'avais baptisé Santé Connect, était devenu toute ma vie. La première vraie opportunité arriva à la mi-août, lorsque Léa, mon ancienne camarade d'université, qui travaillait maintenant à l'hôpital Saint-Louis, réussit à ce que je présente mon système au chef informatique du centre. Je préparais la présentation avec une minutie obsessionnelle. Je répétais devant le miroir, chronométrais chaque section, anticipais les questions et objections possibles. La veille au soir, je dormis à peine, révisant encore et encore chaque détail. J'arrivais à l'hôpital avec beaucoup d'avance, vêtue formellement mais sans exagérer. Je ne voulais pas paraître trop corporate, mais pas non plus amatrice. Léa me reçut dans le hall, avec sa blouse blanche et des cernes qui témoignaient d'une récente garde. « Ils sont intéressés, mais sceptiques », m'avertit-elle alors que nous nous dirigions vers la salle de réunion. Ils ont essayé plusieurs systèmes similaires et aucun n'a fonctionné comme promis. Alors allez droit au but et soyez honnête sur ce que votre logiciel peut et ne peut pas faire. La salle était plus pleine que prévu. Outre le chef informatique, il y avait des médecins de plusieurs départements, une sous-directrice et du personnel administratif. Une quinzaine de personnes au total, toutes avec des expressions qui oscillaient entre la curiosité polie et le scepticisme manifeste. Je pris une profonde inspiration et commençai. Les premières diapositives défilèrent sans problème. Je parlais du problème que mon système résolvait, la fragmentation des informations de santé, la difficulté de communication entre les centres, la duplication des tests, le temps perdu en formalités administratives. Je vis quelques têtes hochées. Ça allait bien. Puis vint le moment de la démonstration en direct. Je connectai mon ordinateur portable au projecteur et... rien. L'écran resta noir. Je sentis la panique monter dans ma gorge alors que j'essayais de résoudre le problème technique, consciente de tous les regards posés sur moi. Essayez avec le câble VGA, suggéra quelqu'un du fond de la salle. Le HDMI ne fonctionne jamais dans cette pièce. Avec des mains tremblantes, je changeai les câbles. L'écran s'anima,
Mais ma présentation apparut déformée, avec des couleurs étranges. Ce n'était pas idéal, mais il faudrait faire avec. Comme vous pouvez le voir, commençai-je, essayant de retrouver le fil, quand un médecin plus âgé m'interrompit. « On ne voit rien, mademoiselle. Ces couleurs sont illisibles. » Je sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds. 5 ans chez Nova, des présentations devant des cadres exigeants, des clients internationaux. Et maintenant j'étais sur le point d'échouer à cause d'un simple problème technique. L'Élise d'avant aurait paniqué, se serait excusée à l'excès, aurait essayé désespérément de le réparer. Mais la nouvelle Élise fit quelque chose de différent. « Vous avez raison, » dis-je calmement. « Cela ne fonctionne pas. Et c'est précisément le genre de problème que Santé Connect veut résoudre. » Je fermai l'ordinateur portable, débranchai le projecteur et me plaçai au centre de la pièce. Imaginez que je suis une patiente qui arrive aux urgences. J'ai un historique médical complexe qui est réparti entre 3 hôpitaux différents et un centre de santé. Le médecin qui me soigne a besoin de ces informations pour me traiter correctement, mais les systèmes ne communiquent pas entre eux. Il a donc 2 options. Attendre que les rapports lui soient envoyés par fax ou par email, ce qui peut prendre des heures, ou prendre des décisions avec des informations incomplètes. Je vis que j'avais capté leur attention. Je continuais à expliquer comment mon système résolvait ce problème, en utilisant des exemples concrets, des cas pratiques qu'ils rencontraient quotidiennement. Je n'avais pas besoin de diapositives ou de démonstrations technologiques. J'avais besoin de me connecter à leur réalité. À la fin de la présentation, des questions difficiles surgirent. Sur la sécurité des données, sur la compatibilité avec leurs systèmes actuels, sur les coûts de mise en œuvre et de maintenance. Je répondis avec honnêteté, admettant les limitations actuelles de Santé Connect, mais expliquant aussi ma vision à long terme. Je ne repartis pas avec un contrat signé, comme je l'avais naïvement espéré, mais avec quelque chose de peut-être plus précieux, l'opportunité de réaliser un projet pilote au département de cardiologie. Un petit pas, mais dans la bonne direction. Les semaines suivantes furent des montagnes russes. Pour chaque petit succès, il y avait 2 ou 3 échecs, des présentations qui n'aboutissaient à rien, des emails sans réponse, des réunions annulées au dernier moment. L'argent s'envolait plus vite que prévu. L'appartement à Saint-Germain-des-Prés, qui me semblait auparavant un symbole de ma réussite professionnelle, me paraissait maintenant un luxe inutile. En septembre, je pris une décision difficile. Je louai une chambre dans mon appartement à une étudiante en doctorat allemande. Marie arriva avec une valise, un violoncelle et une attitude positive qui se révéla être un baume dans mes jours les plus sombres. Quand je revenais découragée après une réunion ratée, je la trouvais souvent en train de pratiquer une pièce de Bach, et d'une certaine manière, cette musique me rappelait qu'il existait une beauté au-delà de ma lutte quotidienne. Je réduisis également d'autres dépenses. Je changeai mon forfait mobile, annulai des abonnements, appris à cuisiner des plats économiques qui duraient plusieurs jours. Chaque euro comptait. Mon seul caprice, que je refusais de sacrifier, était le café de spécialité. J'avais besoin de ce petit rituel matinal pour garder la tête froide. Octobre apporta un tournant inattendu. Le projet pilote à Saint-Louis s'était étonnamment bien passé. Pas parfait. Il y eut des erreurs, des ajustements nécessaires, des fonctionnalités que je dus repenser, mais suffisamment prometteurs pour que l'hôpital envisage de l'étendre à d'autres départements. Et mieux encore, le chef informatique avait parlé de Santé Connect à des collègues d'autres centres. Un matin, alors que je travaillais dans le local, je reçus un appel d'un numéro inconnu. C'était Madame Dupuis, directrice de l'innovation de l'hôpital Georges Pompidou. Elle avait entendu parler de mon système et voulait fixer une réunion. Cette fois, il n'y eut pas de problème technique. Ma présentation fut fluide, confiante, étayée par des données réelles de l'expérience à Saint-Louis. Madame Dupuis était une femme directe, de celles qui ne perdent pas de temps en courtoisies inutiles. « J'aime ce que je vois », dit-elle à la fin. « Mais j'ai une question. Pouvez-vous gérer cela seul ? Si nous décidons de mettre en œuvre votre système, nous aurons besoin de support technique, de mise à jour, de formation pour le personnel. » C'était une question légitime. Jusqu'à présent, Santé Connect avait été un projet unipersonnel, avec quelques collaborations ponctuelles d'amis programmeurs. Si je voulais grandir, j'aurais besoin d'une équipe. Actuellement, je suis en train d'agrandir l'équipe, répondis-je, étirant considérablement la vérité. Mais vous avez raison, je dois incorporer plus de talent pour offrir le service qu'un hôpital comme celui-ci mérite. Bien.
acquiesça Madame Dupuis. Parce que si cela fonctionne comme vous le promettez, nous pourrions être votre premier grand client. Et cela changerait complètement votre situation. Je sortis de cette réunion avec un mélange d'euphorie et de terreur. Un contrat avec Georges Pompidou serait un énorme coup de pouce pour Santé Connect. Mais cela signifiait aussi que je devais professionnaliser mon opération, et rapidement. Ce même après-midi, j'appelai Alexandre, un développeur brillant avec qui j'avais travaillé chez Nova, et qui avait toujours montré de l'intérêt pour les projets innovants. Je lui expliquai ma situation en toute transparence. « Je ne peux pas vous offrir un salaire compétitif, du moins pas encore, admettais-je. Mais je peux vous donner des parts dans l'entreprise. Si cela décolle, nous grandirons ensemble. » Il y eut un silence de l'autre côté du fil. « Quand est-ce que je commence ?» répondit-il finalement. Avec Alexandre à bord, les choses commencèrent à s'accélérer. Son expérience en développement de logiciels de santé était inestimable et son réseau de contacts ouvrit des portes que je ne savais même pas exister. Bientôt, Laura se joignit également, une experte en expérience utilisateur qui transforma l'interface de Santé Connect, la rendant plus intuitive et accessible au personnel médical, avec différents niveaux de familiarité technologique. En novembre, nous signâmes notre premier grand contrat, une implémentation complète à l'hôpital Georges Pompidou, avec option d'extension à d'autres centres du réseau de santé parisien. Le jour où nous reçûmes le premier paiement, j'invitai Alexandre et Laura à dîner dans un petit restaurant près du local. Nous trinquâmes avec du vin bon marché, mais le cœur plein d'espoir. Nous n'étions pas riches, loin de là. Mais pour la première fois, Santé Connect semblait une possibilité réelle, pas seulement un rêve né du ressentiment et de l'ambition. C'était un mardi après-midi quand Nova appela. Je faillis ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. Au bout du fil se trouvait mon ancien supérieur, la voix inhabituellement tendue. « Bonjour. Écoutez, nous rencontrons quelques défis inattendus. Il y a eu un changement. Nous nous demandions si vous seriez disposé à faire du conseil. Juste à court terme. » L'hiver parisien était arrivé avec force. Depuis la fenêtre de notre petit bureau à Belleville, je pouvais voir les passants se presser sous un ciel plombé, emmitouflés dans des manteaux et des écharpes. À l'intérieur, le radiateur fonctionnait à plein régime, et l'arôme du café fraîchement moulu se mêlait à l'odeur de neuf des équipements que nous venions d'installer. Près de 5 mois s'étaient écoulés depuis mon départ de Nova. 5 mois de travail exténuant, d'incertitude, de petites victoires et de fréquents moments de doute. Mais aussi 5 mois de liberté, de croissance, de reprise de contrôle sur ma vie professionnelle. Santé Connect avait évolué de manière surprenante. Ce qui avait commencé comme un projet unipersonnel était maintenant une petite entreprise de 5 employés. Outre Alexandre et Laura, nous avions incorporé Marc, un spécialiste en sécurité informatique crucial pour un système qui manipulait des données médicales sensibles, et Claire, une administrative expérimentée dans le secteur de la santé qui avait mis de l'ordre dans notre chaos organisationnel. Le système était mis en œuvre avec succès dans 2 hôpitaux importants et nous étions en négociation avancée avec un réseau de centres de soins primaires. Nous n'étions pas riches, mais les chiffres commençaient à s'équilibrer. Nous avions dépassé la phase la plus critique, celle où la plupart des startups s'effondrent. Et puis cet appel arriva. « Élise, vous êtes toujours là ?» La voix de M. Dubois sonnait étrange, presque méconnaissable sans son ton condescendant habituel. Je me souvins de toutes les fois où j'étais entrée dans son bureau, pleine d'espoir, pour ressortir quelques minutes plus tard, avec un autre refus enveloppé d'excuses courtoises. « Oui, je vous écoute », répondis-je, gardant ma voix neutre. Quel genre de défi ? Il y eut un silence gênant de l'autre côté du fil. Je pouvais imaginer M. Dubois dans son grand bureau avec vue sur les Champs-Élysées, se passant probablement la main dans ses cheveux grisonnants, un geste qu'il faisait quand il était nerveux. Je préférerais ne pas en discuter au téléphone. Serait-il possible de fixer une réunion ? Je suis assez occupée ces jours-ci, répondis-je, bien qu'en réalité je ressentisse une curiosité lancinante. Mais je pourrais faire de la place jeudi après-midi. Jeudi serait parfait. La rapidité de sa réponse confirma mes soupçons. Ils étaient désespérés. Quand je raccrochais, je restais à regarder mon téléphone, un sourire incrédule se dessinant sur mon visage. Laura, qui travaillait sur son ordinateur de l'autre côté de la table, leva les yeux. « C'était qui ?» demanda-t-elle, remarquant mon expression. « Nova », répondis-je. « Ils veulent m'engager comme consultante. »
Laura éclata de rire. Sérieux? Les mêmes qui t'ont refusé la promotion 20 fois? Les mêmes, confirmâme-je, ressentant un mélange complexe d'émotions. Satisfaction, ironie, et aussi une pointe d'inquiétude. Que s'était-il passé pour qu'ils aient recours à moi? Cette nuit-là, pendant le dîner avec Alexandre et Marc dans un petit bar à tapas près du bureau, je leur racontais l'appel. Tu devrais leur faire payer le triple de ton tarif habituel, suggéra Marc, levant son verre de vin. Ou tu pourrais les refuser, ajouta Alexandre. Plus sérieusement, tu ne leur dois rien. Ils avaient en partie raison. Je ne leur devais rien sur le plan personnel. Mais sur le plan professionnel, Nova avait été une école inestimable. J'y avais appris, j'y avais grandi, j'y avais forgé mon caractère. Même leur refus m'avait asservi, me poussant à chercher mon propre chemin. Je vais écouter ce qu'ils ont à dire, décidai-je finalement. Ensuite, je déciderai. Le jeudi arriva avec une bruine fine et persistante. Je m'habillai avec un soin particulier. Un tailleur noir, des chaussures à talons modérés, un manteau de laine grise qui avait été une petite folie lorsque nous avions signé notre premier contrat important. Je voulais projeter professionnalisme, assurance, succès. Non par vanité, mais par stratégie. Le bâtiment de Nova me parut étrangement étranger, comme si je visitais un lieu où j'avais vécu une autre vie. À l'accueil, la même jeune femme qui m'avait fait un câlin des mois auparavant me reçut avec une surprise évidente. « Élise, quel plaisir de vous voir !» s'exclama-t-elle avec sincérité. « Vous avez l'air splendide. »« Merci, Marine. Comment ça va par ici ?» Un éclair d'embarras traversa son visage. « Différemment, » répondit-elle diplomatiquement. « Monsieur Dubois vous attend dans la salle de réunion du 5e étage, pas dans son bureau. » Intéressant. La salle de réunion n'était utilisée que pour les réunions importantes avec de nombreux participants. Cela n'allait pas être une simple discussion informelle. En montant dans l'ascenseur, je repassais mentalement ce que je savais de la situation actuelle de Nova. J'avais gardé contact avec Sophie, qui me tenait occasionnellement au courant. Les choses n'allaient pas bien. Le projet Hélios, que Laurent avait hérité de moi, était considérablement en retard. Ils avaient perdu quelques clients importants, et des rumeurs circulaient sur d'éventuels licenciements. La salle de réunion était presque pleine quand j'entrai. Je reconnus la plupart des visages. Monsieur Dubois, bien sûr. Madame Leclerc, des ressources humaines. Monsieur Lefebvre, le financier. Quelques chefs de département. Mais il y avait 2 absences notables. Laurent et son père, le conseiller. « Élise, merci d'être venue. » Monsieur Dubois se leva pour me serrer la main. Sa poignée était ferme comme toujours, mais son sourire semblait forcé. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Je m'assis, consciente de tous les regards posés sur moi. J'avais fait partie de cette équipe pendant des années, mais maintenant il me voyait différemment. Avec respect, méfiance, curiosité, probablement un mélange de tout. « Allons droit au but », commença Monsieur Dubois. Un indice de plus que la situation était grave. Normalement, il aimait les longs préambules. Le projet Hélios est en crise. Nous avons manqué 2 délais de livraison avec le ministère et il menace de résilier le contrat. Hélios, le système de gestion documentaire que j'avais conçu pour le ministère de l'Industrie. Un contrat de 7 chiffres, le plus grand que Nova n'ait jamais obtenu. Ma plus grande réussite dans l'entreprise, arrachée et donnée à Laurent sur un plateau. C'est malheureux, répondis-je avec neutralité. C'est un désastre, intervint Monsieur Lefebvre sans ambages. Si nous perdons ce contrat, nous devrons procéder à des coupes significatives. Nous avons déjà investi trop de ressources. Monsieur Dubois acquiesça, son expression sombre. Laurent n'est plus en charge du projet. En fait, Laurent n'est plus avec nous. C'est pourquoi il n'était pas présent. Une petite partie de moi ressentit de la satisfaction, rapidement remplacée par une empathie professionnelle. Être licencié n'est jamais agréable, même lorsque c'est mérité. « Et son père ?» demandai-je, en faisant référence à Monsieur Laurent Senior. « Il a démissionné du conseil il y a 3 semaines, » expliqua Madame Leclerc. « Il y a eu des divergences d'opinion sur la manière de gérer la situation. Traduction. Une lutte de pouvoir interne, probablement avec Monsieur Laurent défendant son fils jusqu'au bout. « Je comprends, » dis-je, me penchant en arrière sur ma chaise. « Et en quoi puis-je vous aider exactement ?» Tous échangèrent des regards, comme si personne ne voulait être le premier à le dire à haute voix. Finalement, ce fut Monsieur Dubois qui parla. « Nous avons besoin que vous repreniez la direction du projet Hélios. »
Vous connaissez le système mieux que quiconque. Les clients vous font confiance. L'équipe vous respecte. Je sentis une vague d'émotions contradictoires. Validation, bien sûr. Satisfaction de voir confirmer ce que j'avais toujours su, que j'étais la bonne personne pour ce travail, mais aussi de l'indignation. Maintenant, ils reconnaissèrent ma valeur. Après m'avoir rejetée à plusieurs reprises, après avoir préféré quelqu'un de moins qualifié juste pour ses connexions. « Je ne travaille plus pour Nova », répondis-je calmement. « J'ai ma propre entreprise, avec des clients qui dépendent de moi. » « Nous le savons, » intervint M. Lefebvre. « C'est pourquoi nous sommes prêts à vous engager comme consultante externe. Avec un tarif généreux, bien sûr. Très généreux, insista M. Dubois. Et une liberté totale pour gérer le projet comme vous l'entendez. Ce dernier point était nouveau. Lorsque je travaillais pour eux, chaque décision nécessitait de multiples approbations, des réunions interminables, des justifications exhaustives. Combien de temps estimez-vous qu'il faudrait pour remettre le projet à jour ? Demandai-je, plus par curiosité professionnelle que par réel intérêt à accepter. Selon nos estimations, entre 2 et 3 mois de travail à temps plein, répondit l'un des chefs techniques. Mais avec votre connaissance du système, peut-être moins. 2 ou 3 mois. Un engagement significatif qui nécessiterait de réorganiser complètement mon emploi du temps, de déléguer des responsabilités chez Santé Connect, voire de retarder certains de nos propres projets. J'aurais besoin de voir la situation actuelle du projet avant de donner une réponse, dis-je finalement. Et je devrais consulter mon équipe. Comme vous le comprendrez, mes priorités ont changé. Bien sûr, acquiesça M. Dubois, visiblement soulagé que je prenne au moins la proposition en considération. Pourriez-vous rester après la réunion pour revoir la documentation avec l'équipe technique ? J'acceptais, plus par curiosité professionnelle qu'autre chose. Je voulais voir ce qu'ils avaient fait de mon système, comment ils avaient réussi à faire dérailler quelque chose qui fonctionnait si bien quand je l'avais quitté. La réunion continua avec des détails sur l'état du projet, les délais, les ressources disponibles. J'écoutais attentivement, posant des questions occasionnelles, prenant des notes, mais une partie de mon esprit était ailleurs, savourant l'ironie de la situation. Lorsque la réunion fut terminée et que la plupart des participants partirent, je restais seule avec l'équipe technique. C'étaient des visages connus, des développeurs avec qui j'avais travaillé en étroite collaboration, qui me regardaient maintenant avec un mélange de soulagement et de gêne. « Ça a été un enfer, Élise », confessa Paul, le chef de développement, quand les dirigeants furent hors de portée de voix. Laurent ne comprenait pas l'architecture du système, mais insistait pour faire des changements. Puis, il blâmait l'équipe quand les choses ne fonctionnaient pas. Nous examinâmes le code, la documentation, les rapports d'erreurs. C'était pire que ce que j'imaginais. Non seulement ils avaient dévié le développement de la voie prévue, mais ils avaient introduit des changements fondamentaux qui compromettaient la stabilité du système. Réparer cela ne serait pas une question de semaines, mais de mois de travail intense. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demandai-je, sincèrement curieuse. « Vous saviez que ces changements étaient si problématiques ?» Paul échangea des regards gênés avec ses collègues. « Nous avons essayé, mais vous savez comment ça se passe. » Laurent était intouchable, et quand les choses ont commencé à sérieusement se gâter, nous étions tous trop occupés à essayer d'éteindre les incendies. Je passais 3 heures avec eux, me plongeant dans les détails techniques, comprenant l'ampleur du désastre. Quand je partis enfin, il faisait déjà nuit. La pluie avait cessé, mais l'air froid me frappa en sortant du bâtiment. Alors que je marchais vers le métro, mon téléphone sonna. C'était Alexandre. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il sans préambule. « C'est un désastre ?» répondis-je honnêtement. « Ils ont détruit mon système. Et qu'est-ce que tu vas faire ?» Je m'arrêtai au milieu du trottoir, regardant l'immeuble de Nova qui se dressait contre le ciel nocturne de Paris. Les lumières des bureaux dessinaient un motif irrégulier, certaines encore allumées, malgré l'heure. Combien de nuits j'avais passé là-bas, travaillant jusqu'à l'épuisement pour une reconnaissance qui n'était jamais venue. « Je vais les aider », décidai-je finalement. Mais à ma manière et à mes conditions. « Tu es sûr ?» La voix d'Alexandre traduisait l'inquiétude. « Tu ne leur dois rien. »« Je ne le fais pas pour eux, » répondis-je avec une clarté qui me surprit moi-même. « Je le fais pour moi, pour le système que j'ai créé, et parce que c'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. » En raccrochant, je ressentis un calme étrange. Ce n'était pas la vengeance que je cherchais, ni la revendication. C'était quelque chose de plus complexe,
L'opportunité de clore un cycle à mes propres conditions, de prouver ma valeur non seulement à eux, mais à moi-même. Et, étant complètement pragmatique, la possibilité que Nova devienne un client important pour Santé Connect à l'avenir. Quand je rentrais chez moi, je m'assis sur mon petit balcon avec un verre de vin, contemplant les lumières de Paris, la ville qui avait vu ma chute et ma renaissance. Je pensais à l'Élise d'il y a 6 mois, blessée et furieuse mais déterminée. Je pensais à toutes les nuits de travail, aux doutes, aux petits triomphes qui m'avaient amené jusqu'ici. Je sortis mon téléphone et rédigeai un email à Monsieur Dubois. J'accepte la mission, mais en tant que consultante externe. Vous trouverez 6 juin ma proposition avec les conditions et les tarifs. J'ai besoin d'une réponse avant lundi pour réorganiser mon emploi du temps. Et j'ajoutais, dans une impulsion qui mêlait professionnalisme et une pointe de satisfaction, je vous suggère de vérifier auprès de votre département financier s'ils peuvent se permettre mes honoraires actuels. J'ai vérifié l'état du projet et cela nécessitera plus de travail que prévu initialement. J'envoyai l'email et regardai à nouveau la ville. Cette fois, ce n'était pas moi qui suppliais pour une opportunité, c'était eux. Et l'ironie était si délicieuse que je pouvais presque la savourer dans mon verre de vin. Je rentrais dans ce bâtiment 6 mois après mon départ, cette fois en tant que consultante externe. Les mêmes sols en marbre, les mêmes faux sourires, mais tout était différent. Ils se levèrent quand j'entrais. Ils écoutèrent quand je parlais. Ils prirent des notes quand je présentais. C'était presque comique. La réunion était prévue pour 9 heures du matin. J'arrivais délibérément 10 minutes en retard. Un petit acte de rébellion que je ne me serais jamais permis en tant qu'employé. À l'accueil, Marine me reçut avec un sourire complice. « Ils vous attendent dans la salle de réunion principale », m'informa-t-elle. « Ils sont là depuis 8h30. » L'ascenseur me mena au dernier étage, où se trouvaient les salles de réunion les plus prestigieuses, celles normalement réservées aux clients VIP ou au conseil d'administration. Jamais en 5 ans chez Nova, je n'avais été invitée à une réunion là-bas. En entrant, je perçus immédiatement le changement de dynamique. Monsieur Dubois, qui restait généralement assis avec une expression imperturbable quand j'entrais dans son bureau, se leva précipitamment. Monsieur Lefebvre, le financier, qui me saluait à peine dans les couloirs, m'offrit du café. Madame Leclerc, des ressources humaines, qui avait si souvent repoussé nos conversations sur mon développement professionnel, souriait maintenant comme si nous étions de vieilles amies. « Élise, merci d'avoir accepté notre mission », commença Monsieur Dubois, désignant une chaise à sa droite, la position traditionnellement réservée à la personne la plus importante après l'hôte. « Nous avons examiné votre proposition, et bien que les conditions soient exigeantes, nous sommes prêts à les accepter dans leur intégralité. » Exigeante. Un mot intéressant pour décrire un tarif professionnel standard sur le marché, même s'il triplait effectivement ce qu'on m'avait payé en tant que chef de projet. J'avais également inclus des conditions concernant l'autonomie décisionnelle, l'accès aux ressources, et le plus important, qu'une partie du travail puisse être réalisée par mon équipe Santé Connect, facturée séparément. « Je suis heureuse que nous soyons parvenus à un accord », répondis-je avec professionnalisme, sortant ma tablette et la posant sur la table. J'ai examiné en profondeur la situation du projet et j'ai préparé un plan d'action. Si vous le souhaitez, nous pouvons commencer par là. Pendant l'heure qui suivit, j'exposai méthodiquement les problèmes du projet Helios, les solutions proposées et le calendrier de mise en œuvre. C'était étrange de le faire dans cette pièce, devant les mêmes personnes qui avaient si souvent ignoré mes recommandations, qui avaient rejeté mes avertissements sur les risques qui s'étaient maintenant matérialisés. Je ne fus ni suffisante ni condescendante. Je n'en avais pas besoin. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Le système qu'ils avaient dévalué était maintenant en crise, et la personne qu'ils avaient rejetée était maintenant leur meilleur espoir. « J'ai quelques doutes sur votre calendrier », intervint Monsieur Lefebvre lorsque j'eus terminé ma présentation. « 3 mois ? Ne pourrions-nous pas le raccourcir ? Le ministère fait pression. Avant, j'aurais cédé. J'aurais promis l'impossible pour plaire, pour prouver ma valeur, pour obtenir cette reconnaissance qui n'arrivait jamais. Mais l'Élise actuelle le savait mieux. Je pourrais vous mentir et dire qu'il est possible de le faire en moins de temps, répondis-je calmement. Mais je préfère être honnête. Le système nécessite une restructuration significative. Le faire correctement prendra 3 mois. Le faire mal, eh bien, vous avez déjà vu le résultat de la précipitation. Un silence gênant suivit mes paroles. Personne ne voulait mentionner explicitement l'éléphant dans la pièce, qu'ils avaient à confier le projet à la mauvaise personne,
ignorant tous les signaux d'alarme. « Je comprends », concéda finalement M. Lefebvre. « Dans ce cas, comment pouvons-nous l'expliquer au ministère ? Je peux les rencontrer, offris-je. Je connais bien l'équipe technique. Si je leur présente un plan réaliste, avec des étapes claires et des livrables partiels, il est probable qu'ils acceptent la prolongation du délai. » Je vis le soulagement sur leur visage. Non seulement je leur offrais de réparer leur système, mais aussi de sauver leur relation avec un client crucial. Ce serait très utile, admit M. Dubois. Quand pourriez-vous commencer ? J'ai déjà commencé, répondis-je, me permettant un petit sourire. Depuis notre réunion préliminaire, j'ai analysé le code et conçu des solutions. Mon équipe travaille déjà sur les modules les plus critiques. Au cours des semaines suivantes, je répartis mon temps entre les bureaux de Nova et ceux de Santé Connect. Ce fut une période intense. Le matin, je travaillais avec l'équipe originale d'Helios, dont beaucoup avaient été mes subordonnés. L'après-midi, je retournais à Belleville pour coordonner les avancées de ma propre équipe. La dynamique chez Nova était fascinante. Les mêmes développeurs qui devaient auparavant passer par de multiples niveaux d'approbation pour implémenter le moindre changement avaient maintenant une ligne directe avec moi. Les mêmes idées qui avaient été rejetées comme trop risquées étaient maintenant accueillies comme des solutions innovantes. C'est comme si nous étions revenus au bon vieux jour, me commenta Paul lors d'une pause café. Quand tu dirigeais le projet et que les choses fonctionnaient. À la différence que maintenant je suis payé le triple, plaisantai-je, bien que nous savions tous les deux que c'était vrai. La réunion avec le ministère fut tendue mais productive. Je connaissais bien M. Bernard, le directeur de la technologie, un homme pragmatique qui valorisait l'honnêteté par-dessus les promesses creuses. « Élise », me salua-t-il avec une surprise sincère quand j'entrai dans la salle de réunion accompagné de M. Dubois. « Je ne savais pas que vous étiez toujours chez Nova. Je n'y suis plus, précisai-je, remarquant comment M. Dubois se tendait légèrement à mes côtés. J'agis en tant que consultante externe pour résoudre les problèmes actuels d'Helios. » M. Bernard acquiesça, une étincelle de compréhension dans ses yeux. Cela explique pourquoi le système fonctionnait si bien au début et puis... Eh bien, la réunion fut directe. Je présentai les problèmes sans euphémisme, mais aussi les solutions. Je montrai un calendrier réaliste, avec des livrables partiels qui permettraient au ministère de vérifier les progrès. Je répondis aux questions techniques avec une assurance qui ne vient que d'une connaissance approfondie. À la fin, M. Bernard sembla satisfait. Si vous aviez été aux commandes depuis le début, nous nous serions épargnés bien des maux de tête, commenta-t-il alors que nous rangions les documents. Parfois, il faut prendre du recul pour pouvoir avancer, répondis-je, consciente que M. Dubois écoutait. De retour dans la voiture de l'entreprise, je remarquai que M. Dubois me regardait avec une expression difficile à déchiffrer. Regret ? Respect ? Simple calcul de l'impact de cette situation sur sa position ? Vous avez géré ça extraordinairement bien, dit-il finalement. M. Bernard n'a jamais été facile à convaincre. J'ai juste été honnête. Quelque chose que j'ai toujours apprécié pendant mon temps chez Nova, répondis-je, le laissant interpréter les multiples niveaux de ce commentaire. À mesure que le projet avançait, la dynamique entre mes deux mondes, Nova et Santé Connect, devint de plus en plus intéressante. Mon équipe, initialement réticente à consacrer du temps à un projet qui n'était pas strictement le nôtre, commença à en voir les avantages. Non seulement nous facturions des heures substantielles, mais nous acquérions de l'expérience sur un système à grande échelle et établissions des relations avec des personnes clés au ministère. C'est comme avoir accès à un client qui nécessiterait normalement des années de réseautage pour être obtenu, observa Laura lors d'une de nos réunions d'équipe. Elle avait raison. Le monde des marchés publics est souvent impénétrable pour les petites start-up. Mais nous étions là, travaillant directement avec l'un des ministères les plus importants, démontrant notre capacité et établissant notre réputation. Chez Nova, l'ambiance avait également changé. Les développeurs semblaient plus motivés, les dirigeants moins arrogants. Ma présence avait subtilement modifié l'équilibre des pouvoirs. Je n'étais plus l'employé qu'ils pouvaient ignorer ou sous-estimer, mais la consultante externe dont dépendait l'avenir d'un projet crucial. Au milieu du 2e mois, M. Dubois me convoqua pour une réunion privée. Son bureau, qui avait si souvent été le théâtre de mes déceptions professionnelles, me semblait maintenant différent. Ou était-ce moi qui avais changé ? Le projet avance mieux que prévu, commença-t-il,
m'offrant un café que, pour la première fois, j'acceptais. Monsieur Bernard m'a appelé personnellement pour exprimer sa satisfaction quant au progrès. Et l'équipe fait un travail exceptionnel, répondis-je, attribuant le mérite aux développeurs qui le méritaient réellement. Sans aucun doute. Mais votre leadership a été essentiel, insista-t-il. Puis, après une pause calculée, je me demandais si vous aviez envisagé une relation plus permanente avec Nova. Je le regardais, sincèrement surprise. Qu'entendez-vous exactement ? Nous sommes en train de restructurer l'entreprise. Après ce qui s'est passé avec le projet Helios, le conseil a décidé que nous avions besoin d'une approche plus technologique, moins commerciale. Il fit une pause, mesurant ses mots. Nous créons un nouveau poste, directrice de l'innovation technologique. Nous pensons que vous seriez la candidate idéale. Il y a 6 mois, cette offre aurait été tout ce que je désirais. La reconnaissance, la position de pouvoir, la validation de mes capacités. Maintenant, cela provoquait des sentiments contradictoires. C'est une offre intéressante, répondis-je avec prudence. Qu'est-ce que cela impliquerait exactement ? Monsieur Dubois procéda à l'explication d'une position qui, effectivement, semblait conçue pour moi. Autonomie décisionnelle, budget propre, équipe sous ma responsabilité, participation au comité de direction. Tout ce qu'on m'avait refusé pendant des années. Puis-je vous demander quelque chose, monsieur Dubois ? Dis-je quand il eut terminé son exposé. C'était la première fois que j'utilisais son prénom, un petit mais significatif changement dans notre dynamique. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a changé en ces 6 mois ? La question le gêna visiblement. Les circonstances changent. Les priorités de l'entreprise évoluent. Les circonstances, répétai-je. Comme le fait que le projet phare soit au bord de l'effondrement, ou que la personne en qui vous avez placé votre confiance se soit révélée incompétente. Élise, ce n'est pas une critique, précisai-je. C'est une observation, et cela mène à ma question suivante. Quelle garantie ai-je que ce changement d'évaluation de mon travail est authentique et non simplement une réaction désespérée à une crise ? Monsieur Dubois me regarda avec un mélange de surprise et de respect. L'Élise d'avant n'aurait jamais été aussi directe. C'est une question juste, concéda-t-il finalement. Et la réponse honnête est que vous ne pouvez pas avoir cette garantie. Je ne peux que vous donner ma parole que nous avons appris de nos erreurs, que j'ai appris. J'acquiesçais, appréciant au moins sa franchise. J'aurais besoin de temps pour y réfléchir. J'ai des engagements avec ma propre entreprise, avec mon équipe. Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. Il se leva, indiquant que la réunion était terminée. Je vous demande juste d'y réfléchir sérieusement. Nova a besoin de vous, Élise. Nova a besoin de moi. Des mots que j'avais attendus pendant des années. Maintenant, ils résonnaient différemment. Ce soir-là, alors que je marchais vers notre bureau à Belleville, je réfléchis à l'offre. Elle était tentante, sans aucun doute. Sécurité financière, prestige, ressources que Santé Connect, étant encore une start-up en croissance, ne pouvait pas offrir. Mais cela signifierait aussi renoncer à mon indépendance, revenir à un système qui avait déjà prouvé sa capacité à me sous-estimer. En entrant dans notre petit bureau, je trouvais mon équipe en plein travail. Alexandre et Marc discutaient animement d'une amélioration du système d'authentification. Laura montrait à Claire un nouveau design d'interface. Dans un coin, Julien, notre nouveau stagiaire, assimilait tout avec des yeux avides d'apprendre. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda Alexandre en me voyant. Je leur racontai l'offre de Monsieur Dubois, observant leur réaction. Il y eut de la surprise, bien sûr, mais aussi une sorte de fierté collective. Santé Connect n'était plus seulement mon projet, c'était le nôtre. « Tu vas accepter ?» demanda Laura, exprimant ce que tout le monde pensait. Je regardais autour de moi, dans ce petit espace que nous avions transformé en nôtre, aux murs couverts de notes et de schémas, aux bureaux exigus mais fonctionnels, aux plantes qui avaient miraculeusement survécu à nos négligences, à ces professionnels brillants qui avaient cru en ma vision alors qu'elle n'était guère plus qu'une idée née du ressentiment. « Non !» répondis-je, avec une certitude qui me surprit moi-même. « Je n'accepterai pas, mais je vais proposer quelque chose de différent. » Le lendemain, je demandai une réunion avec Monsieur Dubois et Monsieur Lefebvre. Cette fois, ce fut moi qui choisissais le lieu. Un café neutre, en dehors du territoire de Nova. J'arrivai la première, sélectionnai une table discrète et attendis. Quand ils apparurent, ponctuellement, je remarquai leur léger malaise.
Ils n'étaient pas habitués à se réunir en terrain étranger, à suivre les règles d'un autre. « Merci d'être venu », commençai-je une fois que le café nous fut servi. « J'ai réfléchi à votre offre et j'ai une contre-proposition. » Je leur expliquai ma vision. Santé Connect comme fournisseur technologique permanent de Nova. Pas seulement pour Helios, mais pour les futurs projets dans le domaine de la santé. Une collaboration stratégique qui bénéficierait aux deux parties. Ils obtiendraient l'accès à notre innovation, à notre agilité, à notre expertise spécifique dans le secteur de la santé. Nous obtiendrions la stabilité financière, la projection et la possibilité de croître plus rapidement. « C'est une proposition intéressante », concéda M. Lefebvre lorsque j'eus terminé, « mais aussi risquée. Santé Connect est encore une jeune entreprise, sans un historique prouvé au-delà de quelques implémentations. C'est vrai, admis-je. Mais vous avez quelque chose de mieux qu'un historique. Vous avez une preuve directe de notre capacité. Vous voyez comment nous sauvons Helios en temps réel, et vous savez qui dirige cette équipe. » M. Dubois m'étudiait avec une expression pensive. « Vous n'êtes pas intéressé à revenir chez Nova ? La position que nous vous offrons est substantielle. Plus de pouvoir, plus de ressources, plus de stabilité qu'en gérant votre propre start-up. Je suis intéressé par la construction de quelque chose qui m'est propre, répondis-je avec sincérité. Et je crois que cette collaboration peut nous donner le meilleur des deux mondes. La négociation se poursuivit pendant des semaines. Il y eut des moments tendus, des détails contractuels compliqués, des débats sur l'exclusivité et la propriété intellectuelle. Mais finalement, nous parvînmes à un accord. Le jour où nous signâmes le contrat de collaboration, je ressentis une profonde satisfaction. Ce n'était pas la vengeance que j'avais cherchée, je réalisais, c'était la reconnaissance. Pas le genre de reconnaissance accordée d'en haut, comme une grâce, mais celle que l'on gagne de plein droit, celle qui oblige les anciens supérieurs à vous traiter d'égal à égal. Cet après-midi-là, après la signature, je passai par le département des ressources humaines pour récupérer quelques documents. Dans le couloir, je m'arrêtai devant le mur de la renommée. Des photographies de dirigeants, de cadres, tous des hommes que j'avais un jour espéré voir me guider. Je restai à le regarder un instant, non pas avec nostalgie, mais avec gratitude. Car s'il n'avait pas dit « non » 20 fois, je n'aurais jamais dit « oui » à moi-même. En sortant du bâtiment, le soleil printanier parisien illuminait les Champs-Élysées. Je marchais sans hâte, savourant l'instant. Mon téléphone sonna. C'était Laura. « Tout est signé ?» demanda-t-elle. « Tout est signé », confirma-je. « On se retrouve au bureau pour fêter ça. »« Nanson prépare déjà les verres », répondit-elle. Et je pouvais imaginer toute l'équipe qui attendait, ce petit groupe de braves qui avaient parié sur moi, sur nous. Je raccrochais et continuais de marcher, le pas léger. Vers Belleville, vers notre petit bureau, vers le futur que nous avions construit ensemble. Un futur que personne ne m'avait donné, que personne ne nous avait donné. Un futur que nous avions créé, décision après décision, rejet après rejet, victoire après victoire. Et tandis que je marchais, je pensais à cette salle de conférence où tout avait commencé, à ce faux sourire, à ce « peut-être le trimestre prochain », à comment quelque chose s'était brisé en moi, non pour se rompre, mais pour se transformer, comme l'acier, qui n'acquiert sa véritable force qu'après être passé par le feu.